après-midi à tous, il est 17h39, 40 minutes, c'est exactement l'heure du foot sur Canal Algérie, comme tous les dimanches, on va parler du championnat de Ligue 1 avec la 14e journée qui s'est déroulée ce week-end. On va revenir un peu plus en arrière sur la 15e journée de Ligue 2 qui s'est déroulée en milieu de semaine dernière avec les résultats et les classements. Et en première partie, on va bien sûr parler de l'équipe que l'équipe nationale de Djamel Belmadi a hérité en match barrage. Ce sera en mars prochain, fin du mois de mars. Ce sera entre le 21 et le 29 mars prochain. Ce sera un aller-retour au Cameroun. Et oui, on va revenir au Cameroun pour affronter les Lions indomptables, pour essayer de dompter les Lions indomptables qu'on n'a encore jamais domptés dans l'histoire. Ça, c'est les stats, mais les stats sont là pour qu'on les fasse démentir. N'est-ce pas, Abdenour Kawa? Bonjour. Bonjour. Très heureux d'être dans cette émission également. Et bien sûr que les stats sont faits pour être... Les journalistes adorent les stats, les footballeurs détestent les statistiques. C'est très important, les stats. C'est très important, mais c'est pas figé, c'est pas dans le marbre. Ça peut aller sur 3, 4, 5 générations, et puis du jour au lendemain, tout peut changer. Alors, en face de vous, et vous le connaissez bien, c'est toujours un plaisir pour moi de le recevoir, consultant de la télévision algérienne, chez nos confrères de la chaîne 4. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup voyagé en Afrique. C'est Monsieur Afrique. Mahidine Meftah est avec nous. Le plaisir partagé. Bonsoir Riyad. Bonsoir mes amis téléspectateurs. À côté de vous, Sarah Delbal. Bonjour Sarah. Bonjour Riyad. Bonjour Aldenour. On va parler, je le disais, mesdames, messieurs, de ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2022. Et avant cela, on va faire et on va regarder avec vous le jingle Allez les Verts. Alors, ce tirage, il était, messieurs, madame, vraiment inattendu. On a pensé à beaucoup d'équipes, mais pas au Cameroun. En tout cas, pas moi. Oui, c'est évident, mais enfin, il ne fallait pas oublier que le Cameroun était parmi les équipes avec lesquelles on aurait pu tomber. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on a encore 2 mois pour préparer ce match-là. Malheureusement, il ne va pas y avoir de stage intermédiaire, de stage FIFA pour pouvoir préparer convenablement le Cameroun. Donc le Cameroun, c'est un grand d'Afrique. C'est un grand d'Afrique, nous a pas souri. À chaque fois, il nous bat. Donc si on voit un peu l'historique des deux pays, on a rencontré le Cameroun à 7 reprises. Ils nous ont battus 4 fois et on a fait 3 matchs nuls. Donc, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit en début d'émission, les statistiques sont là pour être cassées en quelque sorte. Et là, c'est une occasion pour nous. Vous savez, quand on joue le dernier match barrage pour la Coupe du Monde, on est obligé d'être au mieux de notre forme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, il ne va pas y avoir de stage intermédiaire. Ça va être juste 3 ou 4 jours avant la rencontre. Stage d'avant-match. Stage d'avant-match. Et déplacement donc dans la semaine. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va jouer. Pas encore. Oui, Sarah. Une question pour Mahidine Meftah. Donc, déjà, l'avantage de jouer le match retour à domicile, mais l'Algérie devra faire le voyage, comme on l'avait dit tout à l'heure, Riyad. Deux voyages, l'aller et le retour, contrairement aux Camerounais qui feront uniquement le retour. Mais peut-être c'est un avantage pour les Verts de jouer le match retour ici à domicile. Oui, c'est un avantage sûr, parce qu'on va jouer le match retour psychologiquement, c'est bien pour les joueurs, mais à condition, parce que la qualification, ça va se jouer au Cameroun. Attention, la première manche, c'est très important. Parce que même le Cameroun, ils savent qu'il y a une manche retour en Algérie. Donc pour vous, Chico, tout se jouera au Cameroun. Oui. D'abord, parlez-nous des paramètres de ce match. On va jouer en mars. Vous avez joué à cette période-là, je crois, un match au Ghana, c'est avec la GSK. C'est un pays qui est pas loin du Cameroun. C'est à peu près le même climat à cette période de l'année. Oui, c'est le même climat, c'est l'environnement. N'oubliez pas, c'est un match Coupe du Monde. Donc c'est spécial, donc il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir une grande ambiance. Donc ça dépend à quelle heure ils vont nous faire jouer ce match, parce que ça dépend, ils peuvent te faire jouer à 15h, à 16h. C'est déjà arrivé, je crois qu'en qualification Coupe du Monde, dans le groupe de l'Algérie, on nous avait fait jouer à 14h une fois. Et le Niger, je crois, à 14h. Parce que Riyad, ils vont faire le maximum pour qu'ils nous battent là-bas. Parce qu'ils savent que le match retour, ça va être difficile. Donc le match aller au Cameroun, il est très important pour notre équipe nationale. Pas de regroupement Abdenour avant ces matchs barrages.
Un impact négatif pour la sélection nationale? Ce n'est pas un impact négatif, c'est à l'image un peu de tous les pays qui doivent jouer cette double Puisqu'il n'y a pas de date confrontation. FIFA. Il n'y a pas de date FIFA, donc tous les pays sont à égalité. Le problème, le gros problème qui pourrait éventuellement se poser pour notre équipe nationale, c'est que les joueurs qui seront convoqués, il faudrait qu'ils soient prêts. Bon, maintenant, ils sont au niveau de leur club. Il y a encore 2 mois. 2 mois, c'est l'équivalent de 8 à 10 matchs. Hein. Donc, s'ils sont bien en jambes, bien évidemment, jouer un match de qualification de Coupe d'Afrique, c'est ce que souhaitent pratiquement les joueurs qui font une grande carrière. Vous savez, le rêve d'un joueur, Mahidine malheureusement n'a pas joué de Coupe du Monde, mais le rêve d'un joueur, c'est de participer à une Coupe du Monde. Surtout au Qatar. Surtout au Qatar. Ouais. Surtout qu'on a vu la détermination des joueurs, et là, c'est une grande détermination de la part des joueurs. Bien sûr qu'à ce stade-là, toutes les équipes qui doivent jouer ces matchs de barrage vont se donner à fond pour pouvoir se qualifier. Mais moi, ce que je constate malheureusement, ça c'est au niveau de la FIFA, ce n'est pas normal qu'en Afrique, qu'on n'ait que 5 places. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant pour nous si on avait 6 ou 7 places, l'éventail aurait été un peu plus large. En plus, grosse bataille, on va jouer le barrage en mars. Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps pour préparer la Coupe du Monde en novembre. Alors, on va encore parler de ce match pour plein d'autres paramètres. On va écouter les déclarations post-tirage. Hein. C'est Adebayor, je crois, qui a tiré la... Adebayor et Hadji Diouf. Et le Hadji Diouf qui a mis une pièce sur l'Algérie. Hein. Le Hadji, c'était le tombeur, je crois, de la France en 2002, à l'époque de Bruno Metsu qui était entraîneur. Allah yarhamou, Bruno Metsu. On va regarder ses déclarations et on revient sur le plateau. For that proud nation, proud football history, Algeria. Je suis confiant que l'Algérie va rendre fier son peuple, mais également la population africaine. And I'm confident that Algeria will make the people of Algeria proud and will make the people of Africa proud. Thank you. Un tirage au sort très fort qui a été très fort pour toutes les équipes. Les équipes se valent. Ce sont les 10 meilleures équipes en Afrique et ces 10 meilleures équipes vont s'affronter. Et de ce fait-là, je pense qu'on va assister à des matchs de très haut niveau, à des matchs très disputés. Et je crois que ça sera le cas aussi pour l'Algérie qui va commencer sa campagne de qualification à partir du Cameroun. Ça va être compliqué, très compliqué pour les deux équipes. On a une équipe qui est en pleine confiance, qui est le Cameroun. On a une équipe qui sort d'une défaite lourde contre l'Algérie. Et l'équipe qui va en vouloir de plus, l'équipe qui va montrer plus de caractère, va aller à la Coupe du Monde. Et je crois que c'est un tirage open. On a des très grands joueurs dans chaque équipe. Et maintenant, c'est au jour de nous faire plaisir. Et surtout, moi, de ce que je sache, l'Algérie blessée, il peut être très dangereux pour le match. Voilà, il n'y a pas que les lions blessés qui sont dangereux, les Fennecs aussi, quand ils sont blessés, ils peuvent être dangereux. Beaucoup de classe, hein. J'adore le Hadji Diouf, grand joueur. Ce sont des légendes en Afrique. C'est des légendes africaines. On a un avantage, c'est que la Coupe d'Afrique se poursuit juste après ce tirage. Et on a la chance et la possibilité de voir à la télé le Cameroun évoluer à son meilleur niveau, parce qu'il a envie de gagner cette Coupe d'Afrique chez lui. Donc il mettra tous les atouts de son côté et peut-être aussi toutes les faiblesses. Mais le Cameroun va commencer avec une petite équipe. Ce tirage assez clément pour lui, des Comores décimés. Abdelnour. Quand vous dites petite équipe, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parlez des Comores. Non, les Comores. Quand je dis petite, par l'expérience, parce que c'est leur première CAN. Par l'expérience, par les joueurs testés positifs au Covid. Déjà, ça c'est un gros problème. Mais vous savez, personne n'attendait les Comores. Alors, il y a 12 testés positifs du côté des Comores, dont 3 gardiens de but. 3 gardiens out, donc ça sera un joueur qui sera gardien de but. On n'aura pas la possibilité de le changer. Ça a été clair en début de Coupe d'Afrique. Ils ont dit que, bon, connaissant le problème de la Covid, voilà. Les équipes sont tenues de jouer même s'ils n'ont pas de gardien de but. Ouais. Donc un joueur de champ éventuellement. Mais moi je pense qu'à ce niveau-là, il pourrait faire des exceptions et ramener un gardien de but.
Parce que là, jouer sans gardien de but, ça veut dire... Parce qu'il n'y a plus de compétition. Ouais. Le 8e de finale, il est mort. Bien sûr. Il y a une équipe avec tout son public, le stade plein, et une autre petite équipe complètement Mais décimée. la loi est claire, Riyad. Donc, il y a mais une loi peut être toujours revue quand ce sont des cas spécifiques. Ouais, ils ont éclairci les choses. Non, je suis entièrement d'accord. Les joueurs, il est Covid, il n'a pas le droit de jouer. Donc, ils peuvent jouer avec un joueur de champ comme gardien de but. Ça, c'était pendant les trois matchs de Chico, zéro Covid du côté du Cameroun. C'est incroyable, ils sont quand même hyper bien confinés, les Camerounais. Ça se joue en Coupe d'Afrique, ça se joue au Cameroun. Oui, mais c'est logique. De toutes les façons, le Cameroun a pris toutes ses dispositions pour être dans la meilleure situation. Dans le meilleur couloir. Dans le meilleur couloir également. Donc, ils feront tout, bien entendu. Ils feront tout pour remporter cette Coupe d'Afrique. Mais bon, plus on va aller au quart et au demi, il y aura de grosses cylindrées. La Côte d'Ivoire est super en forme. Même Nigeria. Et le Burkina qui mène 1-0 à la mi-temps, Riyad, face au Gabon. Donc, un but inscrit à la 28e minute par Traoré. Un Gabon décimé, il n'y a pas les stars. Et puis le Burkina est bon aussi. Le Burkina également, c'est une très bonne nation. Donc, les choses vont... C'est vrai que là, au fur et à mesure des matchs, en 8e, aujourd'hui c'est le 8e, après en quart de finale, il va y avoir... Non, moi je suis curieux de voir un Cameroun-Côte d'Ivoire, en demi peut-être. Ouais. Ils ont une revanche à prendre, les Ivoiriens, ils ont été sortis de la course de la Coupe du Monde par les Camerounais. Même le Burkina, attention, hein. Le Burkina, c'est une très bonne équipe, hein. Donc ils peuvent faire quelque chose. Alors on va continuer leur tour, on va continuer, moi j'adore, je vous l'ai dit, j'adore le foot fiction. Alors, imaginons que le Cameroun se hisse jusqu'en finale, et puis il l'emporte ou pas. Alors, vaut-il mieux pour nous, Chico, qu'on affronte le nouveau champion d'Afrique en mars, ou que le Cameroun bute chez lui juste avant de soulever le trophée? Quel est le meilleur Cameroun qu'on pourrait affronter? Le meilleur Cameroun, c'est champion d'Afrique. J'aimerais bien qu'il gagne la Coupe d'Afrique. Ça vous fait pas peur d'affronter le nouveau champion du continent? Non. Ça, c'est encore plus. Expliquez-nous ça. Pourquoi il y a une décompression, il y a une euphorie. Il y a une euphorie, il y a une décompression, il y a laisser aller un peu. Donc c'est pour ça que notre équipe nationale peut profiter de cette situation. Donc moi je pense que l'équipe nationale affronte un champion d'Afrique le 23 mars, Inch'Allah. C'est ce que vous voulez. Ouais. Vous êtes d'accord, Abdelno? Vous avez le droit. Hein. Non, c'est son point de vue, moi je le partage. Mais je dirais que c'est vrai que à l'époque, on disait que les Africains arrivaient à tel niveau, ils n'arrivaient plus à se concentrer, qu'ils s'amusaient, qu'ils faisaient comme on dit, la bringue. Mais aujourd'hui... Il y a une certaine nonchalance. Voilà, une nonchalance, à l'exemple, si vous voulez, du Nigeria en Coupe du Monde, qui avait des possibilités d'aller en demi-finale, éventuellement aller en finale. Après, on joue la passe à 10. Voilà. Et moi, à l'époque, j'avais lu des spécialistes qui disaient que le gros problème des Africains, c'est la concentration. C'est le sacrifice de soi-même au profit de... C'est pas la Mannschaft, quoi. Voilà, c'est pas la... Et effectivement, le Nigeria a été éliminé. Mais aujourd'hui, la majorité des joueurs qui composent toutes les équipes africaines sont en Europe. Ouais. Donc leur mental a tout à fait changé. Aujourd'hui, ils ont tout intérêt à se hisser au plus haut niveau possible. Pas toujours. Je ne suis pas d'accord avec vous, si vous permettez. Parfois, les grandes stars qui sont très bien gérées dans leur club par des coachs, je pense à l'allemand Klopp, par exemple, à Liverpool, et dès qu'ils reviennent dans le continent, il y a ils sont starisés. Oui. C'est la méga star de l'équipe. Souvenez-vous d'Adebayor, il faisait ce qu'il voulait quand il venait avec le Togo. Il avait envie de jouer. S'il n'y avait pas de prime, je joue pas. Je joue titulaire ou je viens pas. Il y a ça aussi. Oui, mais ça remonte à une dizaine d'années. Ça n'existe plus? Moi, je ne pense pas que ça existe aujourd'hui. Pourquoi? Les joueurs sont beaucoup plus performants aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore quelques petites nations, entre guillemets, à l'exemple, je crois, du Gabon, qui avait réclamé leur prime de match, etc. Mais ça arrive à chaque compétition. Mais là, moi, je pense que, quelle que soit l'équipe, bon, là, aujourd'hui, on parle du Cameroun. Le Cameroun a quand même des joueurs qui sont pratiquement tous en Europe, ou sinon dans des pays du Golfe. Hein. Donc, le mental... Le meilleur buteur, le numéro 10, comme Boubacar, il joue, je crois, dans un pays scandinave, je crois en Finlande. Oui, il joue en Finlande. Il joue en Finlande. Donc, de toutes les façons, moi je pense qu'il est encore un peu trop tôt
de parler de cette double rencontre. Il y a encore 2 mois devant nous. C'est vrai qu'il ne va pas, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le travail commence maintenant. Moi, je pense que le travail commence dès le tirage au sort, dès qu'on connaît l'adversaire. C'est un travail individuel, Riyad, qui va se faire. Voilà, le travail, ça va se faire par communication, par tous les staffs vont être très à cheval sur le temps de jeu des joueurs, sur leur état de forme. Voilà, les joueurs, leur rôle, je pense, leur rôle maintenant, c'est d'être opérationnel avec leur club parce que Belmadi doit les récupérer en forme et au meilleur de leur niveau. Donc ils doivent bosser. Alors que le staff de Belmadi, c'est maintenant qu'il commence à... Je pense qu'il est chez lui, là, Jamel. Il l'a même dit d'ailleurs lors de la conférence, il doit analyser les 3 derniers matchs. D'abord, il analyse les 3 derniers matchs de l'Algérie, tire son bilan, et puis surtout... Ça fait partie du boulot. Le Cameroun joue la CAN, il met son écran dans son salon avec son calepin, son staff, et il regarde le Cameroun. Il commence à travailler le Cameroun. On a dit, Chico, que l'Algérie venait en Coupe d'Afrique. Elle a été analysée et attendue par tout le monde. On sait comment on joue sur les côtés. D'ailleurs, on a vu les Ben Sebaini et Attal vraiment muselés parce qu'on a lu le jeu du champion d'Afrique. À nous maintenant de lire Abdelnour, le jeu du Cameroun. C'est valable pour toutes les équipes au niveau mondial aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Tout se sait. Grâce un peu aux médias qui existent actuellement, on peut voir un match qui se joue au fin fond de l'Amérique, avoir des... Au Vietnam, à Pékin. Absolument. Donc, il n'y a plus de secret. Donc, on connaît pratiquement tous les points forts et tous les points faibles d'une équipe contre laquelle on va jouer. Mais le plus important... Belmadi, lui, il pousse le bouchon encore plus loin. Est-ce que vous savez que Belmadi, il connaît les joueurs d'un adversaire, je ne sais pas moi, le Burkina ou le Cameroun, il suit les joueurs de la sélection dans leur club, en Europe. Il sait combien de minutes ils jouent dans le championnat, est-ce qu'ils sont titulaires ou pas, est-ce qu'ils ont marqué ou pas, leur état de forme. Il faut tout savoir. Vous savez, quand on prépare... Non, Belmadi supervise les joueurs adverses dans leur championnat européen. Vous savez, quand on prépare un match de la sorte, moi à l'époque, j'avais travaillé avec Vaïd Alihodzic, quand on devait jouer un match bien déterminé, donc on avait tous les renseignements concernant cette équipe. Comment? Par le biais des matchs qu'ils avaient joués, par des vidéos. Et éventuellement... il y avait quelqu'un qui devait éventuellement nous faire un topo, un spécialiste qui devait faire un topo un peu sur l'adversaire. Et à partir de là, axer son travail sur cette équipe, pour un match bien déterminé. Donc il y a des spécificités, bien entendu, de chaque joueur, quel est le rôle de chaque joueur dans ce match-là, bien précis, et c'est comme ça qu'on travaille. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'improvisation. Donc tout le monde est au courant. Comme je vous l'ai dit, on voit le Cameroun, on voit l'Égypte, on voit n'importe quel pays. On connaît bien entendu tous les points forts et tous les points faibles de cette équipe-là. À nous, maintenant, de pouvoir profiter de ça et mettre en place... C'est une occasion maintenant. Parce et de mettre en place... 2 à 3 matchs du Cameroun maintenant au Cameroun. Peut-être le 8e de finale. Déjà 2 matchs, c'est sûr, sauf accident. Ça m'étonnerait les matchs. Donc c'est une occasion ou jamais. Tu vois bien cette équipe. Et on a les 3 premiers matchs qu'ils ont joués également. Qu'on peut regarder, mais premier tour diffère des matchs à élimination directe. Entièrement d'accord. La pression est différente. Entièrement d'accord. Au premier tour, il y a toujours des calculs. Donc là, maintenant, on va voir le Cameroun. Il est obligé de se donner à fond. Il n'y a plus de calcul à faire. Il est obligé de se livrer, de se montrer. On va voir que Belmadi va faire une préparation, on va dire, à distance cette fois-ci, puisque vous l'avez dit, il n'y aura pas de stage, il n'y aura pas de regroupement. Donc à votre époque, comment vous faisiez pour déjà préparer un aussi important match? Là, on parle d'une Coupe du Monde, c'est des barrages, c'est un match très important déjà pour le coach et pour les joueurs. Non, c'est normal maintenant. Le coach, il a le temps. Il a 2 mois maintenant pour étudier bien l'adversaire et préparer le match. C'est dès maintenant, parce que tu sais, le problème qu'on a eu maintenant en Coupe d'Afrique, c'est l'état de forme de nos joueurs. On a vu une équipe qui n'était pas à 100% de ses moyens. Maintenant, il y a 2 mois, donc il va y avoir un suivi. Et puis, il n'y a pas la surprise. Là, on sait qu'est-ce qui nous attend. On a vécu la pelouse, la météo, le climat, l'humidité. Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. On a 2 mois pour préparer un match. Alors, on connaîtra même très bien l'équipe, Riyad. L'équipe ou les équipes, c'était ma question. Est-ce qu'on prépare un match ou est-ce qu'on prépare 2 matchs? Est-ce qu'on prépare
une équipe qui va affronter le Cameroun en aller-retour, ou est-ce que Belmadi peut préparer deux équipes ou une équipe bis, peut-être pour jouer en Afrique? Il peut préparer, si Abdelnour va être avec moi, c'est deux matchs. Hein. C'est deux matchs différents. Parce que deux matchs complètement différents et un jeu différent. Absolument. On peut toujours garder le même effectif, hein, que ce soit au Cameroun ou ici. Le plus important, c'est de ne pas se rater au Cameroun. Tout dépendra du résultat du match aller. Bien évidemment. Non, là, on parle du match aller. Il ne faut pas encaisser, c'est ça le truc. Oui, même le système, tactiquement. Il change. Oui, bien sûr, ce n'est pas la même chose comment on va jouer au Cameroun et comment tu vas jouer ici à Alger. Donc on va avoir deux matchs différents. Donc pratiquement, l'équipe, c'est à 90%, c'est la même. Vous savez, on va encore en parler de ce match. On a 2 mois aussi. Nous, on va tartiner. Moi, je pense qu'il est encore trop tôt. En long et en large sur ce match. Je parlais des statistiques à démentir. En tout cas, il y a une statistique qui est à notre avantage. L'Algérie n'a jamais perdu à Tchaker depuis 12 ans, je crois. C'est exact. Donc Tchaker est devenu notre statistique. Alors, si on reste sur ces stats, on espère, Inch'Allah, gagner à Tchaker, mais il faut assurer, j'allais dire à Yaoundé, mais je ne sais pas où est-ce qu'on va jouer, au match aller, pour avoir le retour à Tchaker le plus confortable, entre guillemets. Oui, premièrement, il ne faut pas oublier, on va jouer contre un Ogre. Le Cameroun, c'est une équipe de... C'est cette participation en Coupe du Monde. Hein. Non, moi, quand je ferme les yeux, quand j'entends Cameroun, quand je ferme les yeux, je vois Roger Mila, poteau de corner, en train de danser la samba en Coupe du Monde. À 36 ans. À 36 ans, c'est une légende et c'est une très grande équipe, c'est une belle équipe. Ils ont joué cette fois phase finale de Coupe du Monde. Je pense que c'est la seule équipe avec le Sénégal qui sont arrivés en quart de finale. En quart de finale de Coupe du Monde, ils sont 5 fois champions d'Afrique. Oui, c'est une des plus grandes nations africaines. Exactement. Même s'ils sont un peu, ces dernières années, un peu en régression, mais avec leur Coupe d'Afrique, quand je dis leur, parce que chez eux, ils ont une chance de revenir au premier plan. Alors, on va continuer, messieurs, rapidement, il nous reste à peu près 8 minutes dans cette première partie, sur les deux autres grands chocs de ces barrages, Égypte-Sénégal, et Tunisie-Mali. On va commencer par Égypte-Sénégal. Égypte, c'était l'équipe que nous avons affrontée en barrage en 2009. Souvenez-vous, on est allé jusqu'à Omdurman. C'était magnifique. L'histoire nous a souri. Et puis Sénégal, le finaliste de la dernière CAN avec l'Algérie. Superbe affiche. Super match. Mohamed Salah. Et puis surtout, voilà, Salah contre... Et là, comme par hasard, vous me faites rappeler un souvenir que certainement Chico doit avoir en tête également. Il ne faut pas oublier que le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2002 grâce un peu à l'Algérie. Le dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde, l'Égypte devait impérativement battre l'Algérie à Annaba. Et même si le Sénégal aurait gagné, c'était l'Égypte qui passait. On avait réussi à faire match nul contre l'Égypte. On a bloqué l'Égypte pour que le Sénégal passe. Voilà. Ça, je sais pas, c'est pour juste... C'est pour ça qu'ils nous aiment bien El Hadji Diouf aussi. Voilà, ça se comprend aussi. Et puis il y a une autre affiche qui concerne nos deux voisins, la Tunisie et le Mali. Deux beaux footballs. Une Tunisie très technique, très chatoyante, mais à mon avis qui manque un peu d'expérience. Il ne faut pas oublier que si on doit juger la Tunisie pendant cette CAF, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu d'énormes problèmes de Covid. Beaucoup de joueurs... Le coach est covidé, hein. Le coach est son adjoint, l'entraîneur des gardiens. L'entraîneur des gardiens que je connais, qui est un très bon ami, il y a eu d'énormes problèmes. Ils ont été beaucoup plus touchés, au même titre, je crois, que le Gabon à un moment donné. Msakni a été touché, je crois. Oui, il y a eu à un moment donné 12 joueurs qui étaient contaminés. Donc c'est énorme. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer tous ces jours-là ? Aujourd'hui, je ne pense pas. Ça aussi, c'est un match très important aujourd'hui face au Nigeria. Aujourd'hui, face à 20h. Pour moi, à l'autre grand favori de ce tournoi, les Green Eagles, c'est peut-être la plus belle équipe, la plus impressionnante depuis le début du tournoi. Vous êtes d'accord? C'est une nouvelle équipe, une équipe jeune, vraiment impressionnante. Physique et technique, c'est ça qui est magnifique. Oui. Vous avez souligné physique. D'ailleurs, ce qu'on est en train de voir, hein, moi, personnellement, de toutes les façons, ça a toujours été de tous les temps. Toutes les équipes africaines ont un potentiel physique impressionnant. Tout à l'heure, on était en train de discuter avec notre ami Chico. On s'était remémoré un peu le fameux match Algérie-Nigeria à Bamako, en Coupe d'Afrique en 2002.
on a failli perdre un joueur, c'était Tasfaout. Dans un duel aérien. Vous me l'avez raconté tout à l'heure dans les coulisses. Eh ben, faites profiter tout le monde, racontez-nous, parce que nous, on était devant la télé, mais c'était un moment où le temps s'est arrêté. On avait l'impression que Abdelhafid, on allait le perdre. Oui, c'est un choc terrible avec l'ancien joueur de Real Madrid, Diarra. Donc j'étais à côté de lui, vraiment c'est un choc qui m'a fait peur, heureusement. Et Tasfaout, comme il a une détente impressionnante, il a disputé le ballon aérien avec Diarra. Oui, il a disputé bien le ballon avec Diarra, mais quand il est tombé, il est mal tombé, plus il a eu le choc en l'air avec un joueur puissant, Diarra. Alhamdoulilah, non, c'est juste pour parler un peu du potentiel physique que ces équipes subsahariennes ont naturellement, bien entendu. Donc, quand on parle du Mali ou on parle du prochain adversaire de la Tunisie, le Nigeria, ce soir. Ce soir, c'est le Nigeria et pour les barrages, ce sera le Mali. Le Nigeria, on l'a vu sur ces 3 premiers matchs, c'est une équipe qui est impressionnante. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils vont durer dans le temps? Parce que c'est une équipe composée de jeunes joueurs. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils vont avoir tout le potentiel mental pour pouvoir aller le plus loin possible? Mais pour moi, ce qu'on a vu jusqu'à présent... Vous êtes coach de la Tunisie, vous tirez le Mali. Vous jouez comment le Mali ce soir? Non, c'est le Nigeria aujourd'hui. Nigeria, pardon. Ouais. Ça va être très difficile pour la Tunisie. Hein. Moi, je pense que je ne vois pas la Tunisie gagner, sincèrement. Mais en football, rien n'est acquis d'avance. Hein. Il se peut que sur 1 contre 2 contre, il peut y avoir des éclairs. Je pense que la Tunisie aujourd'hui, elle va attendre le Nigeria. Voilà. Donc, elle va attendre, elle va essayer de fermer tous les espaces et jouer en contre. Pour peu que les Tunisiens récupèrent l'ensemble des joueurs. Et le coach, il va coacher par oreillette, comment il va faire? Le coach, il va pas être avec eux. Hein. Il va pas être avec eux, il va être à l'hôtel hein, s'il est covidé. Hein. L'entraîneur des gardiens, c'est compliqué quand même. Hein. Bien sûr que c'est compliqué. C'est une Coupe d'Afrique qui est arrivée dans des circonstances vraiment dramatiques hein, au niveau mondial. Hein. On est en train de voir un peu cette crise de la Covid. On s'est dit, bon, ça va passer. Ça dure depuis pratiquement 3 ans. Hein. Donc, et puis là, plus on est en train de voir, toutes les équipes qui ont participé à cette Coupe d'Afrique ont eu des cas de Covid. Et certaines équipes qui ont été touchées à 50-60%. Les Comores, c'est à 75%. Voilà. Voire plus. Donc c'est un peu difficile. Hein. La Tunisie, dans des matchs pareils, elle va transcender. Hein. Elle fait toujours des grands matchs. Oui. Mais les Comores du coach Amir... Vous savez, la Tunisie a toujours eu l'habitude, puisqu'on a joué souvent contre eux, la Tunisie a l'habitude d'endormir le jeu. Ouais. Quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont là, mais ils sont capables sur 2-3 actions de pouvoir faire la différence. Voilà. Ouais. Alors, sur le match de ce soir, vous misez une pièce sur le Nigeria? Moi, oui, sincèrement, j'ai dit moins que Nigeria-Burkina aujourd'hui pour vous. Moi, oui, Nigeria. Pareil. Burkina et la Tunisie. Oula, c'est bien. Chico est joueur. C'est bien la Tunisie. Moi j'ai dit pour peu que les Tunisiens puissent récupérer l'ensemble des joueurs, je pense qu'ils peuvent éventuellement sur des comptes. Parce que les matchs ne se ressemblent pas. Voilà. Hein. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est la grosse affiche ce soir à ne pas rater. Ce sera en direct hein, sur la télévision algérienne, sur la chaîne numéro 1 et sur TV6. Si je ne me trompe pas, on va me le confirmer. Tout à fait, sur les 2 chaînes. C'est une des plus grosses affiches hein, de ces 8e de finale que vous offre la télévision algérienne. Voilà pour le foot africain et pour la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, vous voulez dire quelque chose? Non, pas du tout. Maintenant, je vous écoute attentivement. Place à la Ligue 1. On me crie dans l'oreillette, spot, jingle Ligue 1. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.
C'est l'heure, mesdames, messieurs, de la Ligue 1 avec la 14e journée. Une 14e journée qui a vu le leader, le Shabab Riyadi de Belouizdad, l'emporter assez largement. D'habitude, on dit allez Shabab Zouj, là c'est plutôt allez Shabab Tlata, puisqu'ils en ont mis 3. Un en première mi-temps, vous étiez avec moi au stade du 20 août face au Mouloudia d'Oran. On va regarder ces quelques images, messieurs, et on va parler de ce match. Juste après, une équipe qui devait absolument confirmer sa victoire à Chlef avec cette frappe qui a été déviée par la défense du numéro 10, Bourdim, qui a mis du temps à rentrer dans le match. Et puis cette frappe l'a un peu réveillé, il a été meilleur. Ça, c'était la première période. Et puis Paqueta est passé par là, du coaching. Abdelnour, il a fait rentrer deux joueurs, notamment Dedesh. Qui sont deux milieux de terrain. Deux milieux de terrain, et puis... Qui a aggravé la marque pour le CRB, juste qui a aggravé la marque. Les deux joueurs qui là, il a donné la passe en compte. Là, on revoit ce but, voilà, dévié, et puis l'excellent gardien du MCO qui, cette fois-ci, n'y pouvait rien. Il n'est pas fautif, hein, Abdelnour, sur cette frappe. Bourdim, toujours un pied gauche magique. Mais Bourdim, il est un peu... il n'arrive toujours pas à faire oublier Sayoud. Hein. Il ne peut pas. C'est normal. Dans la décision, dans la passe... Enfin, il peut pas. C'est pas le même jeu. Hein. Ouais, voilà. C'est pas le même jeu avec Sayoud. Mais son recrutement, c'était pour faire un peu oublier le départ de Sayoud. Et puis on va revoir en seconde période le CRB qui est rentré avec de meilleures intentions. Ça, c'est le troisième but avec Khalfallah. Le coaching. Il ouvre son pied gauche, il bat le gardien. Un autre remplaçant qui inscrit. Le deuxième était Dedesh, il y avait surtout Belkhier qui avait fait un super festival sur le côté. Et ça fait 3-0 pour le CRB. Le CRB confirme, Chico. Oui, confirme avec cet entraîneur, hein, le Brésilien Paqueta. Malgré il y avait des turbulences la semaine passée avec les deux adjoints, Karim Barti et l'autre Bantablia, qui sont partis. Donc, et ils ont fait monter l'entraîneur des espoirs du CRB, qui est adjoint maintenant de Paqueta. Et ça marche bon. Je pense que CRB, c'est une bonne équipe. Il reste des petits réglages. On a vu aujourd'hui contre le Mouloudia d'Oran, ils ont dominé pratiquement toute la partie, mais on sait que Mouloudia d'Oran travaille une période très difficile. Abdelnour, le CRB qui confirme avec la deuxième meilleure attaque du championnat avec 20 buts inscrits, alors que le MCO continue avec ses mauvais résultats et se trouve dans la zone rouge, on va dire, premier relégable. Oui, enfin, on était au stade ensemble. Hein. Riyad a commenté le match, moi j'avais fait l'avant-match et la mi-temps et l'après-match. On avait vu en première mi-temps une équipe du MCO qui était très bien organisée, qui avait eu quelques occasions de scorer, ils ne l'ont malheureusement pas fait. De toutes les façons, ce n'est pas nouveau. L'MCO, depuis la saison passée, a toujours eu des problèmes offensifs. Ils n'ont toujours pas trouvé comme on dit, de tueur de vin. Voilà. Donc c'est le même problème, à l'image également de beaucoup de clubs. On va en parler au fur et à mesure. C'est malheureux quand même pour le Mouloudia d'Oran qui se retrouve bien sûr, à la 16e place. Hein. Oui, mais écoutez, j'en avais parlé lors de ce match-là. Quand on voit qu'au Mouloudia d'Oran, déjà deux entraîneurs sont passés. Il y a eu Djoudi en début de saison, il y a maintenant Bouakas qui risque également de partir. Il y a beaucoup de départs, hein, l'intersaison, des grands joueurs du Mouloudia. Des joueurs qui sont partis du MCO. Parce que l'équipe du MCO de la saison dernière est une des plus belles équipes depuis de longues saisons. Hein. Mahiaoui qui démissionne. Il y a actuellement, je crois qu'il y a un directoire. Un directoire entre guillemets. Mais le gros problème, c'est que financièrement, ils sont en train de s'étouffer. Ils n'arrivent plus. Ouais. Et là, depuis la saison passée. Hein. Les joueurs, on peut les comprendre. Les joueurs peuvent être patients 1 mois, 2 mois. N'oubliez pas actuellement que nous sommes fin janvier. La saison a commencé en septembre. Donc, rester comme ça, c'est un peu difficile pour eux. Et puis, il y a... Mais le CRB, par contre, est en train de dérouler. Je veux rester sur la MCO juste pour préciser un point. Quand on a des talents, on a vu par exemple un joueur qui je trouve pétri de qualité, c'est Gnina. Oui, hier, il est un excellent joueur. Il ne faut pas oublier que c'est un enfant qui a été formé au Paradou. Au Paradou. Quand on voit une équipe comme ça, où financièrement et administrativement ça ne marche pas,
eh ben cette équipe ne peut pas garder ses talents. Dès qu'il y a un joueur qui perce au bout de 3, 4 matchs, une demi-saison, l'année prochaine, il disparaît. Le MCO est encore plus dans les problèmes. Oui, c'était prévisible. L'intersaison, déjà, je sais bien que le MCO va travailler une période très difficile. Il y avait pas mal de 7 bons joueurs de l'année dernière qui sont partis. Donc je pense que le MCO, elle va souffrir cette année. Et elle va continuer à manger son pain noir depuis le début de saison. Avant de passer au second match de cette 14e journée, vous parlez du CRB. On l'a vu hier. Bon, ils ont pris la mesure de leur adversaire. Beaucoup plus serein. Ils ont pris la mesure de leur adversaire, un adversaire assez modeste. C'est pas un des concurrents du CRB pour le championnat, même si une chose est claire. Est-ce que vous voyez le CRB avoir le souffle assez long, comme l'année dernière, pour aller au bout? C'est la 3e année, hein. Même si la première année ils avaient souffert de titre ou pas titre, mais ils ont été quand même ils ont été champions d'Algérie. Et puis la première année du premier propriétaire, ils sont revenus de loin aussi. Voilà, hein. Abdelnour, je pense que le CRB de l'année dernière, elle est mieux que le CRB de cette année. Oui, mais vous savez, quand on a un Sayoud dans l'équipe, c'est un plus. C'est comme le Barça, proportion gardée avec ou sans Messi, c'est pas la même chose. La saison passée, il ne faut pas oublier qu'il y a des matchs où le CRB souffrait énormément et Sayoud arrivait toujours à débloquer le compteur, à marquer des buts, à donner l'avantage au CRB. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on sent, c'est le CRB, on sent une équipe qui est sereine. D'ailleurs, à travers leur jeu. C'est la touche Paqueta, ça? C'est un peu la continuité de la saison passée. Il y a une confiance qui s'installe au fur et à mesure des matchs, et plus on gagne des matchs, plus on devient performant et plus ça va mieux. Au contraire des équipes qui sont en train de souffrir. On va en parler tout à l'heure. Il y a des équipes. Il y en a une qui souffre beaucoup, et on va passer au second match. C'est Médéa, l'Olympique de Médéa qui souffre. Ça fait, Sarah, 7 matchs, 7 défaites. 7 défaites, 8 matchs sans victoire. C'est énorme, énorme. On va regarder, messieurs, ce résumé signé Linda Teboul, l'OM qui hérite à la maison d'une redoutable équipe, la JS Saoura. On regarde. 3e match sans défaite pour la JS Saoura qui s'est imposée avec un large score de 3-0 face à l'Olympique Médéa qui traverse une situation financière compliquée. Une première mi-temps équilibrée des deux côtés. Le mano à mano a continué jusqu'à la 30e minute de jeu où Hamidi Blaid a su ouvrir le score et offre l'avantage à son équipe en cette première partie qui s'est terminée sur le score de 1-0 en faveur de la JSS. En seconde période, les coéquipiers de Hamré ont entamé la mi-temps plus déterminée et ont créé plusieurs occasions pour élargir le score. À la 49e minute de jeu, Hamidi, encore lui, auteur de 2 buts, a réussi à mettre le cuir dans la cage adverse. Quelques minutes avant la fin du match, la fatigue a rattrapé les poulains de Sherif Hadjar. Les jaunes et verts ont profité de la situation en rajoutant le 3e but par l'intermédiaire de Oussama Blatraj, un quart d'heure avant que l'arbitre siffle la fin de cette rencontre qui s'est achevée sur le score de 3-0 pour la JSS. 7 défaites d'affilée pour l'Olympique de Médéa, 8 matchs sans gagner et un cinglant 3-0 à la maison. L'adjoint qui était à la manette hier, le Mouchia, qui, dans ses déclarations d'après-match, était complètement perdu. Il était avec nous il y a quelques jours, Sarah, ici sur le plateau. Ça devient compliqué pour Médéa. Très compliqué pour les joueurs, d'ailleurs même le Mouchia l'avait dit, lors de la première fois il est venu, il avait dit que les joueurs n'ont pas eu leur salaire, ni même l'entraîneur, ni même le Mouchia. Donc l'Olympique Médéa traverse une période très difficile. Mais malgré les 7 matchs Abdelnour, les 7 défaites d'affilée, l'OM se retrouve à la 11e place au classement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir de la 10e place jusqu'à la 17e place, je dis bien, parce que Tlemcen est pratiquement dernière à avec cette série, ils sont déjà bien de ne pas être relégables. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Entre Médéa et le deuxième relégable qui est Schleff, il y a 3 points. Il y a 3 points de différence. Donc c'est pas énorme. Si Médéa continue, ils vont se retrouver avant-dernier. Encore une défaite. Avec cette même cadence, les prochains matchs, ils vont être relégables. Donc là, c'est pas que la sonnette d'alarme a été tirée. Là. Si on fait 7 matchs, 7 défaites consécutives, c'est qu'il y a un gros problème. Contrairement à la Saoura qui enregistre sa 2e de suite, qui se retrouve contrairement à Médéa, qui les années précédentes avait donné un très beau visage
Et à un moment jouer donné les même, premières places voilà, du et à podium, un moment donné même, jouer les premières places. Aujourd'hui, c'est clair, c'est net. Il ne doit plus y avoir de dirigeants dans cette équipe-là. D'ailleurs, même le staff, on avait reçu Khaled la semaine passée, il nous avait dit qu'il y a d'énormes difficultés. Donc moi je pense que cette équipe-là, si elle continue à jouer de la sorte, ils vont déclarer forfait. Elle va disparaître. Absolument. La Saoura qui enregistre sa deuxième victoire de suite et se retrouve à la deuxième place. Hein. Bon, mais la Saoura, on connaît les qualités de Saoura. Hein, mais la Saoura qui revient. Hein, oui, parce qu'ils avaient eu à un moment donné un peu de turbulence, mais ils reviennent très vite dans le championnat. Et Saoura, de toutes les façons, c'est pas nouveau. Depuis, moi, je le dis et je le répète depuis toujours, depuis l'accession de Saoura en première division, ils ont toujours été classés dans les 5 premiers. C'est un club professionnel, bien organisé. C'est un club professionnel, bien organisé, bon, qui est parrainé, heureusement. Bon, c'est vrai qu'il y a un très bon président qui connaît très bien la maison, et ils sont parrainés par une filiale Sonatrach. Donc moi je reviens toujours à dire, quand on revoit un peu les clubs qui sont en tête du classement, ce sont pratiquement les clubs, à l'exception de Sétif, qui sont tous gérés par des sociétés. Mais alors, on va parler un peu plus de Saoura. C'est vrai que c'est un nouveau grand du championnat, mais il est nouveau depuis quelques années dans le championnat. Ça fait 5-6 ans. 5-6 ans qu'il est là. Ça fait 2 ou 3 saisons qu'il titille, il est sur le podium. Peut-être que du côté de Béchar, cette année, on a envie de gagner ce titre. Ils peuvent gagner le titre. Ils peuvent, Chico ? Ils peuvent gagner le titre, parce que c'est un club bien organisé, il n'y a pas de problème d'argent, il y a une bonne administration. Ils ont quand même perdu leur attaquant, Messoudi, d'ailleurs qui a marqué son premier but avec Courtrai, c'était hier. Un bon attaquant. Et on le salue, Messoudi, parce que ça travaille aussi. Tout le monde veut taper à la porte de l'équipe nationale. On a besoin d'attaquants qui marquent des buts. Exactement, un bon président. Une bonne équipe, jeune, ils vont bousculer la hiérarchie. Et puis quand vous voyez depuis qu'ils sont au niveau de la division 1, quand vous comptez le nombre de matchs ou le nombre de faux pas qu'ils ont fait à domicile, presque imbattable à domicile. Voilà, vous pouvez les compter sur le bout des doigts. Oui, c'est difficile. Que ce soit match nul ou défaite. Hein. Non, mais il n'y a pas que ça. D'abord, c'est difficile de les battre. Et en plus, ça joue bien au foot à Saoura. Bien sûr, très bien. Il y a une philosophie de jeu, les entraîneurs passent, les joueurs passent également. Il y a un enfant de Saoura qui à un moment donné avait pris l'intérim. Qui a fait les beaux jours de votre club. Qui a fait les beaux jours de Mouloudia. Voilà. C'est Jalet, voilà. Donc il y a quand même une stabilité dans cette équipe. Pour battre déjà le Paradou ici à Alger sur un score de 4 buts à 1. Bon, le Paradou, c'est autre chose. Actuellement, ils sont en train de traverser également une passe très difficile. Hein. Tout à fait. On n'a jamais vu le Paradou depuis qu'ils sont en division 1 avoir des résultats en dents de scie comme cette année. Ils ont joué beaucoup de jeunes aussi, le Paradou. Ils avaient ils avaient une dream team de joueurs. C'est avec cette équipe qu'ils auraient peut-être pu gagner le championnat parce que c'était. C'est rare de trouver. J'allais dire football champagne, mais oui, parce que c'était très plaisant à regarder. Vous savez que c'est rare de trouver dans le monde du football, que ce soit dans des différents championnats à travers le monde, de trouver une école de formation. On est en direct, le Burkina mène à 0. Continue. Sarah nous l'avait dit. Donc de trouver un centre de formation dont son équipe première joue en première division. À travers le monde, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est déjà une prouesse, non seulement de former des joueurs, de pouvoir les vendre, que ce soit sur le marché national ou le marché international, et tout en étant en première division et à un moment donné aspirer à jouer le titre. C'est très rare que des équipes jouent l'élite, jouent les titres, et en même temps forment. Il y a des clubs, par exemple, je vais prendre un exemple comme un autre, Nantes, qui est un club formateur, n'a gagné le championnat, je crois, qu'avec Suodo. Et il y avait. Vaïd Alilozic. Vaïd comme avançant. Il y avait Vaïd. Non, mais il y avait une équipe après où il y avait Loco, il y avait Carambeu, il y avait la grande équipe, il y avait le Tchadien Endoram, je crois, au milieu de terrain. C'était la grande équipe qui a gagné le titre. Mais sinon, c'est un club qui forme. Mais il y avait Budzinski à l'époque. Budzinski, c'est quand même. Là, vous remontez un peu plus loin. Oui, mais c'est lui qui a formé pratiquement. C'est lui qui avait le centre de Nantes. Non, mais je parle de différence entre justement les clubs qui forment et qui se font après complètement cambrioler. Il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. Ouais, quand on parle de foot, on s'oublie. On parlait du Paradou. On va voir maintenant deux clubs algérois, le Paradou et le Moulia d'Alger, qui reçoivent deux clubs de l'Est, le Moudia qui a reçu Chedrom Laïd et le PAC qui a reçu Biskra qui est au sud-est. On regarde ce sujet signé Sami Achichou.
Au stade du 5 juillet, le Mouloudia d'Alger remporte une maigre mais importante victoire face au HBCL pour partager la deuxième place avec la GSS au classement général. Sur une belle série de 9 matchs sans défaite, les Verts et Rouges qui veulent jouer les premiers rôles sont idéalement positionnés pour atteindre leur objectif. C'est sur un pénalty que le centre avant du doyen Sami Frioui a ouvert la marque à la 31e minute et sur ce score que s'est terminée cette partie. Non loin de là, au stade de Dalbeda, le PAC renoue avec la victoire après avoir enchaîné 3 défaites de rang. En recevant l'US Biskra qui comptait 1 point d'avance avant le début de la rencontre, le Parado passe devant son adversaire du jour au classement grâce à un but de Bozok à la 64e minute de jeu. Une victoire qui fera le plus grand bien au moral des troupes qui avaient besoin de ce déclic. De leur côté, les Biskris qui avaient pourtant bien débuté la saison n'ont pas pu confirmer leur dernière victoire remportée face au CSC pour se retrouver au milieu du tableau en compagnie du PAC. Et voilà, messieurs, on continue à débattre ici sur le plateau. Les consultants, c'est ça qui est un avantage avec eux, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais d'analyser. Alors, le PAC, il emporte petitement, mais qui l'emporte quand même 1-0 face à Biskra. Et votre Mouloudia chéri, Abdelnour, qui l'emporte également petitement face à Chelromley. Bon, concernant justement le PAC, ils avaient tout intérêt à renouer avec la victoire. Hein. Ils ont un petit passage. Voilà, après 3 défaites de suite. Donc ils renouent avec la victoire. S'ils n'avaient pas perdu les 3 matchs, ils avaient fait gagner au moins 2 matchs. Plus les matchs retard, ils auraient pu se retrouver en tête de championnat. Ouais. Ils sont à 6 points du leader. Hein. Donc Biskra également, quand on est en train de voir Biskra... Biskra sont 8e, je me rappelle, ils étaient leaders. Ils étaient premiers. Bon, il y a eu tellement de problèmes et Bouzidi... Dans leur déplacement avec les juniors... absolument. En début de saison contre le Schma, bon, il y a eu beaucoup de problèmes. Et j'espère qu'ils vont pouvoir régler leurs problèmes financiers parce que c'est une équipe quand même qui joue bien au ballon. Ouais. Et c'est vrai que le terrain de Biskra est un champ de patates, entre guillemets. Hein. C'est un gazon qui est complètement dévasté, mais il est très difficile également de jouer à Biskra. Donc, moi, difficile de battre surtout les Biskra à Biskra absolument, aussi. Hein. Absolument. Quant au Mouloudia, le Mouloudia a joué contre Chelromley, qui est une équipe quand même qui renferme quand même de très bons joueurs. On a vu le match, le Mouloudia n'a pas fait un grand match, mais le plus important, c'est les 3 points. Ils ont gagné sur penalty. Moi, c'est ce que je retiens, c'est les 3 points de ce match. Exactement, c'est ce que je dis. Moi, il vaut mieux faire un match médiocre et prendre 3 points, faire un grand match et laisser des points. Vous savez, l'idéal, quand on joue au football, c'est d'aligner le beau jeu plus le score. Mais quand on n'arrive pas à aligner le beau jeu et puis qu'on arrive à gagner un match, c'est tant mieux. Maintenant, il ne faudrait pas que ça persiste, parce que si ça persiste, on ne pourra jamais gagner 2 matchs d'affilée comme ça. Et puis, il faut signaler le travail du coach. Absolument. Sans crier gare. Exactement. Moi, j'aime bien sa philosophie, son travail. Il a une grosse personnalité. C'était le capitaine de l'équipe de Tunisie. Il a chamboulé toute l'équipe. Moi, je trouve que c'est un bon choix du Déjà, le Mouloudia est à 9 matchs déjà sans défaite et se retrouve à la 3e place. C'est solide. À 3 points du leader. Comme disent les supporters du Mouloudia, le Mouloudia, on verra. Ce qu'on dit généralement au Mouloudia, alors, on va poursuivre avec une autre équipe séduisante aussi, c'est de tradition à Sétif, le beau football, et Sétif qui a déroulé face à une autre équipe qui va mal, comme Médéa. D'ailleurs, ils sont l'Arba est à la même position. 10e avec 12e au classement avec 14 points. Voilà, la même position. Et donc, cette équipe de l'Entente qui a déroulé avec un 3-1 à la maison. Sétif est toujours là, Chico. L'Entente, c'est l'Entente. Hein. L'Entente, les Dorans ne meurent jamais. L'Entente. Ils sont très bons sur les attaques placées, coups francs là. Des bons joueurs, des jeunes joueurs. Qui font avec la meilleure défense du championnat. La meilleure défense, même l'attaque. Ils ont une bonne attaque, donc Sétif qui reviennent. Ils ont battu l'équipe de l'Arba, je pense qu'il est revenu ces derniers temps. Qui est revenu ces derniers temps, mais ils sont tombés avec le meilleur. L'Entente. Et Sétif, avec cette victoire qui reste au pied du podium, elle est à 26 points, à 4 points du CRB, mais qui est encore là. Et c'est Sétif qui a ouvert le score pour l'Entente de Sétif à la 23e minute de jeu. Dermoum à la 45e.
Et Kendoussi, à la 70e minute de jeu, l'unique but pour l'Erba a été inscrit par Boubakour à la 49e minute de jeu. Alors, messieurs, même s'il y a une petite saignée du côté de Sétif, où des attaquants de qualité ont quitté le club l'année dernière, Sétif s'accroche quand même. Il y a du talent à Sétif. De toutes les façons, on est habitué. Hein. Sétif a toujours eu de grands talents depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas nouveau. Donc il y a quand même. En parlant de talent sétifien, ça me permet d'avoir une petite pensée pour Adjissa qui est malade. Pour penser, moi justement, puisqu'on en profite, on est en train de voir un peu les images du match. Moi j'avais appris que Atoui Ali est vraiment malade, il est atteint d'Alzheimer. Il est en train de souffrir actuellement, donc je lui souhaite un prompt rétablissement. Ils ont fait les beaux jours du football algérien. Wow. Donc, le RCA qui a gagné ses 2 derniers matchs et qui chute à Sétif, Abdelnour. Oui, c'est un coup d'arrêt. C'est logique, hein, c'est logique. Sétif, quand ils jouent à domicile, ils font tout pour remporter les 3 matchs. C'est vrai qu'en voyant un peu l'Alba qui avait très très mal débuté le championnat, hein, on les a vus à un moment donné renouer un peu avec les victoires petit à petit. Mais là, le changement d'entraîneur à l'Alba. Oui, il y a le changement d'entraîneur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de la 10e place, entre la 10e et la 18e et la 17e place, il y a 3 points d'écart. Donc c'est pas énorme du jeu. On peut sur un match se retrouver sortir de la zone rouge. Voilà, sortir de la zone rouge. Pour ne pas faire de jaloux, hier on parlait du principe du classico entre le CRB et le MCO. Il y a un grand classico, on en a parlé hier avec l'Alibi, c'est Mouloudia, JSK. Si le Mouloudia a gagné un petit but à 0 à la maison, la JSK fait mieux. La JSK l'a emporté en déplacement à Tlemcen. D'abord, ils ont respecté l'adversaire, mais Tlemcen, ils ne sont pas très en forme. Tlemcen également, c'est la lanterne rouge. Et là, ils s'enfoncent encore plus. Ouais, Tlemcen, c'est vraiment dommage. Hein, un grand club comme Tlemcen. Hein. Il y a l'instabilité du staff technique. Donc même Eril, il est parti maintenant. C'est Misaïr qui a pris C'est Misaïr qui a coaché ce match. Donc ils sont tombés contre une équipe qui... Misaïr, le gardien du Watt, de l'USMA d'Alger, de l'équipe nationale. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le France-Algérie du Stade de France, celui qui était dans la cage, c'est Misaïr. Donc ils sont tombés contre une équipe qui a le vent en poupe, la GSK, qui est en train de gagner des matchs. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont aucune chance devant cette équipe de la GSK qui revient maintenant à la 4e place avec 24 points avec un match de retard. Mais il ne faut pas oublier également que depuis la venue de Ben Saïr, Souya plutôt. Ben Saïr, c'est celui qui a inscrit le but pour la JSK. Souya. Il a quand même réussi à faire du très bon travail parce que ce n'était pas évident hein, avant sa venue. Commençait un peu à douter. Là, il est en train de stabiliser l'équipe. Ils sont toujours en course en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, ils vont jouer mercredi. Voilà, mercredi, ils jouent leur match de Coupe d'Afrique. Tout ce qu'on peut souhaiter à la GSK, c'est de retrouver un peu sa verve et de nous faire rappeler un peu le Jumbo Jet. C'est la question que j'allais poser à... Lui qui connaît très bien. C'est la question que j'allais poser à Chico. Même si les présidents changent, même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, il y a un joueur de la GSK, je crois, qui est parti en championnat de Syrie. Qui est parti. Mais l'équipe reste stable, elle est à 6 points du leader, elle est 5e, elle est en Coupe d'Afrique. 8 matchs sans défaite, 2e victoire d'affilée aussi pour la GSK. Alors est-ce qu'ils vont avoir le souffle de l'année dernière? L'année dernière, ils ont eu l'avantage, ils ont joué 2 finales. C'est magnifique pour une jeune équipe de jouer 2 finales, une finale africaine et une finale de Coupe de la Ligue. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux cette année? J'espère parce qu'ils ont un bon effectif. Même quand tu vois le niveau actuellement de notre championnat, elle est faible, il faut dire la vérité. Donc ils peuvent prétendre à se classer parmi les 3 premiers. En Coupe d'Afrique, donc il y a le match de mercredi contre les Swatini, les Léopards. Donc je pense qu'ils ont eu l'occasion ils peuvent gagner ce match. Parce que ce n'est pas un foudre de guerre, ce n'est pas une grande équipe. Ce sont des petits léopards. Voilà, c'est des petits léopards. Voilà, Inch'Allah, on leur souhaite de se qualifier au pouls et pourquoi pas de faire mieux que l'année dernière, on va atteindre la finale. Oui, de toutes les façons, la JSK, quand on voit un peu son palmarès, figure parmi les meilleures équipes africaines. Hein.
Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques années de cela où il y a eu un peu de perturbation, mais la GSK a des traditions, et je pense que ce qui a toujours été le point fort de cette équipe-là. Donc c'est vrai qu'il y a des années où on ne peut pas avoir toujours des titres et tout. Il y a même une année, il y a 4 ans de cela, ils avaient évité la relégation. 2 ans, 3 ans consécutifs. Voilà, 2 ou 3 années consécutives. Là, depuis la saison passée, ils reprennent du poil de la bête. Et voir la JSK, non seulement toujours en Coupe d'Afrique, et essayer de se rehisser au niveau du championnat. Pas seulement en Coupe d'Afrique, mais la JSK a cette tradition, ils n'ont aucun complexe. Ils mériteraient de remonter au sommet de l'Afrique. La JSK, sa place, c'est en haut. Et puis ça nous permet aussi de nous décomplexer par rapport au continent. Non, la GSK, c'est la GSK. La GSK, c'est l'Afrique. Donc, ce qu'on nous souhaite, j'espère que la GSK, elle va revenir. Elle va revenir dans la Coupe d'Afrique et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Inch'Allah. Inch'Allah. On va parler de l'autre club de votre cœur, où vous avez fini votre carrière et vous avez été également entraîneur et dirigeant. C'est l'USMA qui s'est déplacé à Constantine. On va regarder ce résumé de CSC USMA signé Smaïm Raidia. Peut-être voilà, le coup d'envoi dans quelques instants, c'est déjà parti avec le coup d'envoi pour les usmistes et déjà un ballon en profondeur. Alors les usmistes aussi qui sont en plein. Benchaïra, c'est bien passé avec Debi et le penalty. Et il y a contact, tous les ingrédients du penalty. Et c'est quand on revoit, voilà, Barouche qui tire, il a joué le ballon mais il a trouvé le pied. Il déstabilise l'attaquant et c'est le penalty, il n'y a rien à dire. Belhaoul qui s'élance et le gardien Bembout qui dégage. Ah, Bembout qui est plus vigilant. De Belhaoul qui s'est élancé et a donné le ballon pratiquement de Benhamouda Bilal. Il a Zouari. Ça joue bien Belkasmi, il va remettre son tir et le gardien Shamsuddin Rahmani qui détourne en corner. Aïch Nehi, ça part en triangulaire et ça revient. Ah ouais, là, il a été pris. Et oui, Mebarakou. Là, quand on revoit, c'est vrai qu'il commet la faute loin de sa zone pour empêcher le jeune Losef. Harry qui s'élance, il va chercher le premier poteau, le but. Oh, le but de Zouari. Le but de Zouari qui trompe toute la défense du CSC. Et même le gardien, et il n'a rien fait, alors que le ballon s'en est allé mourir. Ah oui, qui arrive à se dégager, mais Barakou. Ah là, c'est terminé, coup de sifflet de Monsieur Saïdi. Score 1-0, coup d'envoi de cette seconde période entre le CS Constantine et l'USMA d'Alger. Regardez d'abord, alors la faute de Mhiouz sur le capitaine Mebarakou. Mhiouz, eh bien, s'empare du ballon. L'arbitre a jugé qu'il n'y a pas faute. Il a donné le ballon, là il y avait touche. Ce n'est pas l'action, mais suite à la contestation de Mebarakou qui est allé parler avec M. Saïdi, eh bien, de l'USMA d'Alger qui mène déjà au score et Mebarakou qui quitte l'aire de jeu. Benchaïra pour Gamrod. Il a du mal à capter le ballon. Itim avec ce centre, Kopkou qui va au danger. Et le ballon dévié. Une deuxième chance et Kopkou qui vient sauver le CSC. À 1 minute de la fin dans le temps additionnel. Le CSC revient de très loin. Très loin. Après cette reprise ratée, le défenseur qui dévie Belaïd. Et Kopkou, lui, ne rate pas l'occasion de marquer son 4e but de la saison et remettre les pendules à l'heure et permettre... Et voilà, comme l'a dit Smaïm Radia, Kopkou qui remet les pendules à l'heure. L'USMA a mené pratiquement tout le match. Elle était devant au tableau d'affichage, elle était en supériorité numérique et ils ont eu du mal à ramener les 3 points de Constantine. Donc je pense que l'USMA a raté le coach à Constantine, elle a raté 2 points. Donc malgré les bons résultats ces derniers temps, mais ils auraient aimé gagner ce match. Elle a raté le coach et elle a viré son coach aussi. Ça fait 15 jours, je crois, 15 ou 3 jours. Exactement, donc c'est Asdin Rahim qui fait l'intérim maintenant. Je pense qu'ils sont revenus, donc ils ont fait match contre le Mouloudia, ils ont gagné avant le Mouloudia. Et maintenant ils ont ramené 1 point, mais ils pouvaient espérer mieux de gagner le match à Constantine.
Alors, les deux équipes sont en forme dans le championnat. CSC, USMA, est-ce que l'une des deux équipes peut prétendre jouer les premiers rôles dans le championnat avec tous les clubs dont on a parlé depuis le début? Je pense que le championnat il est clair. Hein. Donc, il y a le CRB, le Savra, le Mouloudia d'Alger, l'Entente, Parado, GSK, le CSC. Donc toutes ces équipes-là prétendent à gagner le titre. Parce que le championnat il est faible, Riyad. Donc chaque équipe elle peut prétendre ça rend le championnat tout simplement plaisant, c'est ouvert. Le titre va se jouer avec tous ces clubs-là. D'abord c'est très tassé comme classement. On va le voir tout à l'heure. Et on va regarder, on va dérouler les deux matchs qui restent. On va commencer par Relizane qui recevait le Nahd du Sindé, un sujet signé Lies Bouzien. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Toujours à la conquête d'une victoire, le club du Rapide de Relizane a accueilli au niveau du stade Zougari Tahar son homologue, le club Nasser Houssindey. Le début de la rencontre a été marqué par une offensive physique de la part des deux équipes et une bonne tentative de la part de l'équipe locale à travers le joueur Abdelli, mais son tir était mal centré. De son côté, l'équipe du Nasser Houssindey a très tôt ouvert le score à travers le joueur Hamdawi à la 13e minute de jeu. À la 15e minute, l'équipe visiteuse tenta d'inscrire un deuxième but avec le joueur Bousselem, mais le gardien du Rapide, Bousdar, a intercepté le ballon pour le dégager vers le corner. La 35e minute fut une occasion décisive pour les visiteurs, mais le gardien des locaux a pu stopper la balle in extremis. À la 37e minute, l'équipe du RCR a réussi à égaliser le score à travers un but signé Siamar, au grand bonheur des supporters du club. Les locaux ont raté une bonne occasion d'inscrire un deuxième but à travers une balle du joueur Hellel, mais cette dernière ne trouva pas son chemin vers le filet du gardien Boutaga et l'arbitre arabe siffla à la fin de la première mi-temps. La deuxième mi-temps a connu une nouvelle dynamique de la part du RCR à travers une tête du joueur Barkan, mais cette dernière ne constitua aucun danger pour le gardien de l'équipe adverse. À la 57e minute, le joueur Draja tenta un tir qui ne fut pas redoutable pour le gardien Bousdar. À la 60e minute, le RCR bénéficia d'un coup franc exécuté sans succès par le joueur Bella. Les minutes restantes de la rencontre ne furent guère productives, si ce n'est un carton rouge qu'a écopé un membre du staff technique du RCR. Et dans le temps additionnel, alors que la rencontre allait s'achever sur une répartition des points, le joueur Beller offra une précieuse victoire pour le Rapide de Relizane en signant un deuxième but face au Nasser Houssindey. نشكروا اللاعبين تاعنا اللي كما يكونوا امنوا حتى الدقائق الاخيره، وهذا الفوز نهدوه للجمهور تاعنا اللي كان اليوم مساندنا حتى وكان مأمن باه نفوزوا بهذا اللقاء. نهدوا لهم هذا الفوز، وحاجه اللي اليوم موتيفاتنا كما يقول لك. اليوم الاداره لعبت الدور تاعها، البارح جابوا المنحه وعطاها اللعابه. اليوم اللعابه كانوا كما نقولوا كانوا موتيفين باه يفوزوا. Le nerf de la guerre, vous voyez messieurs, le nerf de la guerre, le minha, il fallait les primes pour les motiver. C'est vrai que déjà si les salaires ne sont pas là, les primes font du bien. Bon, c'est pas encore l'Aïd pour acheter le mouton, mais ça met du... C'est pour cela que Relizane a renoué avec la victoire. Voilà, ils renouent, ils sont 13e avec 13 points en compagnie. Ils ont changé d'entraîneur, c'est ça. Borari est parti. Maintenant, Yamin est parti. Et le Nahd reste bloqué à la 10e place avec... Ils sont à un point de différence. 14 donc points. ils sont pratiquement à la même place. Hein. Mais Abdenour, qu'est-ce qui se passe au Nahd? L'année dernière, on pensait que ça allait être leur saison. Ouais. Et ils font une saison
mi-figue, mi-raisin. Et là, ils ont vraiment beaucoup de mal. Ça fait déjà pratiquement 2 saisons, à l'époque où il y avait Herman qui avait débuté, on l'avait même invité au niveau de notre émission. Et le nerf de la guerre, vous savez que pour les clubs, c'est les finances. Ils ont d'énormes difficultés, ils n'arrivent pas à résoudre tous leurs problèmes. Surtout que Ned ont de très bons joueurs maintenant. Mais ils sont jeunes, ils n'ont pas encore d'expérience, ces joueurs-là. Donc il leur faut un peu de temps. Mais malheureusement, c'est des jeunes joueurs qui jouent dans un grand club. Voilà, qui jouent dans un grand club. Et qui ne sont pas payés. Et qui ne sont pas payés en plus. Donc c'est vraiment très difficile de pouvoir donner un réel diagnostic sur ces équipes-là. Moi, je pense sincèrement que si ces équipes-là avaient été bien prises en charge, ils ne seraient pas dans cette situation. On va terminer par une équipe également qui est en difficulté. C'est l'avant-dernier du championnat, l'AS Schlef, qui, après avoir perdu à domicile face au CRB, Chico, la semaine dernière, se déplaçait à Magara. Le sujet signé Sid Ahmed Bouraïb. On regarde. Un match qui a vu les locaux prendre le jeu à leur compte et dominer du début à la fin. Et malgré plusieurs occasions, les coéquipiers de Bougache n'arrivent pas à ouvrir le score. De retour des vestiaires, les locaux se ruent encore une fois en attaque. Ils seront récompensés à la 62e minute de jeu, suite à un coup franc tiré par Ben Rouider. Delis reprend le ballon et ouvre le score. Dans au mur, les visiteurs sortent de leur zone et cherchent l'égalisation. Les locaux ont profité, double la mise. Suite à un contre, Delis encore une fois sert Bougache. Ce dernier se retrouve seul face au gardien. Score final de 2-0. Grâce à cette victoire, le NCM sort de la zone rouge, alors que l'ASO se retrouve avant-dernier. Très juste ce qu'a résumé Sid Ahmed. Magara qui sort de la zone rouge en enfonçant un peu plus du pied Schlef. Là, on sent, tout à l'heure, on a vu les ténors de ce championnat qui vont se disputer les premiers rôles. Là, on est descendu vers les abîmes du championnat et ça va être compliqué, Chico. C'est compliqué, donc la Schlef est en train de manger son pain noir, des mauvais résultats. J'ai une chute libre. Maintenant, on a vu l'AS Magara qui a profité de l'occasion avec le vétéran Bougache qui a marqué le deuxième but. Donc je pense Magara, à chaque fois, il se relève donc, dans des moments difficiles. Il est encore là, Bougache. Hein. Lui, il dit le vétéran, moi je dis toujours le jeune vieux. Hein. Alors il est venu en début de sa carrière, il est venu de Béchar. Il est venu au RC Kouba, si je ne me trompe pas. Mouloudia. Après Mouloudia. Belabès. Et là, il atterrit. Il a encore de beaux jours. Alors, on va maintenant conclure cette 14e journée avec les résultats complets de cette 14e journée que nous allons regarder ensemble, mesdames, messieurs, avec le tableau des résultats. Chute à domicile devant la JSK 1-0, victoire du PAC devant Biskra 1-0, Sétif qui fait l'essentiel devant l'Herba à la maison 3-1, 3-0 score sans bavure du CRB face au Mouloudia d'Oran, c'était en direct sur Canal Algérie hier, victoire de Magara à domicile face à l'ASO 2-0, Rolizen qui l'emporte devant le Ned 2-1, Saoura qui est parti humilié et encore une fois enfoncé Médéa 3-0, et puis pour terminer le Mouloudia d'Alger qui l'emporte sur la plus petite démarche devant Chelrom-Leïd 1-0. On va voir maintenant le classement, messieurs et madame, avec le Chabab de Belouizdad qui est en tête avec 30 points, Saoura second avec 27 points en compagnie du Mouloudia d'Alger, Sétif est quatrième avec 26 points, Paradou, JSK, CSC sont à l'affût à la 5e place avec 24 points, ça se bouscule en haut et puis là, ça c'est le ventre mou du championnat. Paradou avec 2 matchs retard et le CSC avec un match retard. Hein. Tout à fait, c'est bien fait de le préciser, comme l'USMA, Biskra 8e position avec 22 points, l'USMA un match en moins, 9e avec 20 points, au milieu de tableau, le NED, Médéa, l'Herba avec 14 points, Rolizen un match en moins et 13e avec Magara qui elle a joué tous ses matchs. Et puis là ça commence à se corser, Chelrom-Leïd et le MCO 12 points, l'ASO avant-dernier avec 11 points et les Bleus de Tlemcen 6 petits points. Ils sont derniers de ce championnat, un championnat qui s'annonce, messieurs, palpitant. Pour les premières places, oui. Voilà, palpitant, il est encore long.
Ceux qui peuvent vont actionner les caisses pour le mercato, mais tout le monde n'a pas les caisses pleines. On va en parler dans les prochaines semaines. Et là, je vais fermer la parenthèse de la Ligue. Il y a une journée mardi. Je vais fermer la parenthèse du championnat pour en ouvrir une autre parenthèse. C'est la parenthèse de ça. Alors, juste avant, égalisation, c'est ce qu'on me dit, hein, égalisation. Dernière minute, hein, je pense. Alors. Manga qui égalise face au Burkina pour le Gabon, et ça promet des prolongations. 92e, hein, 90 plus 2, voilà, vous êtes en direct. Pour ceux qui nous suivent, ils suivent le championnat, et là, on va refermer une autre parenthèse certes de la CAN. Il y a un carton, il y a une expulsion pour le Gabon. Les prolongations vont être palpitantes. Normalement, on a bientôt fini. Chico, vous pourrez voir les prolongations, c'est promis. C'est le défenseur du Burkina qui marque contre son camp. Et il y a une expulsion du côté du Gabon. Et là, on vient vers vous pour la parenthèse de Sarah. Foot féminin à l'honneur. Tout à fait, Riyad. Donc, on va parler d'une jeune joueuse. Donc, nous avons choisi une des joueuses de la sélection nationale qui est stoppée par une blessure des ligaments croisés. Donc, elle est jeune, elle est passionnée, elle est déterminée à devenir l'une des meilleures joueuses de la sélection algérienne à son retour, Inch'Allah. Donc, on vous laisse la découvrir à travers ce portrait. Jongler est un jeu d'enfant pour elle. D'ailleurs, c'est à l'âge de 8 ans que Lina Charben se trouvait déjà sur un terrain de foot avec sa petite tenue et ses souliers. Depuis, elle n'a pas quitté le stade. Je suis partie en centre de formation au Mans, où j'ai fait mon année de première là-bas du coup. Et j'étais en centre de formation. C'était très bien, mais c'est vrai que c'était dur un peu d'être loin de chez moi à l'âge de 15 ans. C'était un peu dur, mais c'était bien. Sportivement, en plus de ça, j'ai joué avec les U19 NAS, alors que j'avais 15 ans et j'allais sur mes 16 ans. J'ai fait 3 ans à Tremblay, dont 2 ans en Division 2, féminine. Après, je suis partie en Italie, où j'ai joué en Série B à Apuliatrani. Après ça, je suis partie en Australie. Non, l'Australie, c'est incroyable. L'Australie, vraiment, c'était... On va dire c'était un rêve. Après, je suis rentrée en région parisienne dans le 93, du coup, là où j'ai grandi. Je suis partie à Saint-Denis en D2, donc en D2. Après ça, je suis partie à Montauban, parce qu'en fait, après Saint-Denis, en fait, il y a eu le Covid, donc c'était une période assez compliquée. Du coup, il y a eu un laps de temps où j'ai pas pu jouer au foot. Après ça, je suis partie à Montauban, juste la première partie de saison. Et après, j'ai signé en D1 à Fleury. Voilà. Convoquée en équipe nationale en 2016, la joueuse du FC Fleury n'a pas hésité un seul instant pour représenter l'Algérie. Mon père est algérien, ma mère elle est marocaine. Et je me suis entraînée avec l'Algérie, je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis sentie tellement bien que le choix en était fait en fait. Et c'est vraiment une fierté pour moi de jouer pour mon pays, pour l'Algérie. J'ai pu participer à la Coupe arabe d'ailleurs, au mois d'août en Égypte. C'était une très très belle compétition, on a perdu en demi-finale, mais c'était très 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 bien et ça m'a fait plaisir de jouer pour les couleurs de l'Algérie. Je me suis fait opérer en octobre dernier, ligament croisé du ménisque. Du coup, mon premier objectif, ça serait c'est de me soigner correctement déjà. C'est vrai que c'est une grosse épreuve, ça demande beaucoup de travail et de patience. Donc je vais tout faire pour revenir au meilleur de ma forme. Hormis son talent de footballeuse, la milieu de terrain n'a pas lâché ses études et a choisi d'être là pour les autres. Alors du coup, moi j'ai obtenu un bac mercatique, donc STMG. Après mon bac, j'ai fait plusieurs BTS. J'ai fait un BTS NRC, un BTS banque, mais en fait ça me plaisait pas. J'ai longuement cherché ma voie. Et c'est vrai qu'après, j'ai sciences de l'éducation et un diplôme du coup d'éducateur spécialisé. Incroyable en fait, j'avais enfin trouvé ce qui me correspondait. J'ai longtemps cherché et là j'avais enfin trouvé. En fait, éducateur spécialisé, c'est un métier, mais avant tout c'est une vocation. C'est une vocation, c'est un métier où on aide. J'avais ce besoin en fait de rentrer chez moi et de me dire « Ah, j'ai été utile, ah, j'ai apporté ». Souvent, on peut aider par exemple des personnes, des jeunes qui sont placés dans des foyers ou en difficulté. À 24 ans seulement,
Cette jeune fille affiche un grand potentiel et une plus grande détermination pour devenir l'une des meilleures joueuses de la sélection algérienne. En attendant, Lina peut se tourner vers un double objectif, se soigner correctement et poursuivre son aventure en équipe nationale. Eh ben, beaucoup de réussite pour Lina. D'ailleurs, je la remercie pour toutes ces images et toutes ces vidéos. Et on espère la voir aller le plus loin possible, Riyad. Elle et bien sûr toutes les filles de l'équipe nationale foot féminin qui doit lui aussi être encouragée et poussée par, même si ce n'est pas une culture algérienne, mais la FIFA qui, elle, mise beaucoup sur le foot féminin. On est déjà loin derrière sur le continent africain. La preuve, c'est pour une première en Afrique, il y a une femme arbitre qui a arbitré des matchs. À la Coupe de la CAN. Et l'Algérie devrait encourager beaucoup de ses filles à aller le plus loin dans des formations comme le Nigeria, le Ghana, qui sont très fortes sur le continent. Voilà, on arrive à la fin. Messieurs, merci d'avoir passé, en tout cas c'était très agréable pour moi d'avoir passé ce moment avec vous. Merci Chico. Merci Abdelnour. Merci Sarah. Merci et surtout merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous, moment de foot. On se retrouve. Prochain rendez-vous de sport, ce sera demain avec 52 minutes chrono, présenté par Mokhtar Hamani. Je vous retrouve pour ma part mardi prochain, 21h, pour un nouveau numéro de Il va y avoir du sport. Tout de suite, le journal. Bonsoir.